Salut, c'est Tom de Tom League Photographie. Alors aujourd'hui, eh bien, on va parler matos. On va parler du flash de Apeman, le SL350. Il est extrêmement puissant. Il ne vaut à peine que 40 € sur Amazon. La question c'est, est-ce que c'est une affaire ou bien une perte de 40 €? Alors l'histoire a débuté il y a à peu près 2 mois de ça, quand quelqu'un du département marketing de chez Apeman m'a contacté et m'a demandé si j'étais intéressé pour faire une revue produit d'un de leurs flash. Alors j'ai regardé les specs et puis je leur ai dit, eh bien écoutez, celui-ci m'intéresse. Alors pourquoi il m'intéresse? Eh bien tout simplement parce qu'il a un nombre guide de 58 mètres. Si tu ne sais pas ce qu'est le nombre guide, t'en fais pas, je reviendrai dans un tutoriel futur. En gros, c'est la façon de référencer la puissance de ton flash. Et pourquoi j'ai choisi à 58? Tout simplement parce que mes autres flashs, donc les Yongnuo YN568 IX Mark II ou bien le IN565 IX ont ce nombre guide de 58. C'est aussi le même nombre guide du Canon 580 IX Mark II. Et donc je me suis dit ça serait intéressant pour mes tests. Alors, regardons ce qu'il a à offrir. C'est un flash qui est compatible avec tous les appareils DSLR à partir du moment où ils ont une hot shoe standard. Voilà, alors si tu utilises Pentax, Sony, Nikon, Olympus, Sigma, Canon, eh bien tu vas pouvoir utiliser ce flash. Alors regarde, d'habitude je ne fais pas de unboxing, mais je voulais te montrer la boîte. Voilà ce que tu as. Alors là, c'est le manuel d'instruction. Alors malheureusement, il n'y a pas de français, c'est uniquement de l'anglais et de l'allemand, mais l'anglais est vraiment de l'anglais, ce qui n'est pas souvent le cas. Il y a deux, trois fautes de frappe, mais sinon, c'est de l'anglais intelligible. Donc au moins, bravo pour ça. Alors la première fois quand j'ai ouvert le paquet, j'étais étonné par la taille de cet étui. Parce que regarde, voici l'étui Yongnuo. Voilà, et quand tu les mets à côté, je me suis dit, mais c'est quoi ce taille de flash? Non, en fait, c'est parce qu'il y a un compartiment en bas. Et donc du coup, si tu considères pas le compartiment, eh bien tu t'aperçois en fait ils ont la même taille. C'est le même matériau utilisé, hein, c'est du nylon épais. Utilisé par Yongnuo, utilisé aussi par Canon dans leurs étuis. Donc là, jusque-là, c'est standard. Mais la surprise de cet étui se trouve à l'arrière. Et oui, là, comme tu peux voir, eh bien, c'est une attache ceinture. Alors, pourquoi c'est si important? Eh bien, parce que c'est la première fois que je vois un étui pour flash avec une attache ceinture. Alors, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que, honnêtement, ces étuis-là de flash, là, qui sont par toutes les marques, hein, Canon, Yongnuo, Nikon et les autres, quand c'est pas moindre que ça, ça ne vaut rien. Honnêtement, mon matos, quand j'ai terminé ou quand je le transporte, soit il va dans ma caisse Pelican, dont je vais te parler très prochainement, puisque j'ai une autre caisse pour le comparer, donc ça va être amusant, ou bien je mets dans mon sac photo, alors Billingham ou autre, et donc je vois pas pourquoi je m'amuserais à mettre mon flash dans cet étui-là et le mettre dans mon sac. Aucun intérêt, et puis ça, il n'y a pas d'intérêt, tu vas pas marcher dans la rue avec ça dans la main. Donc ça, j'en ai 5 comme ça dans un sac, dans le bureau ici, et c'est pas un sac photo, voilà, donc ça, c'est de la merde. Donc là, avoir le porte-ceinture, eh bien ça change tout. Ça veut dire que tu peux transporter le flash avec toi. Donc quand tu fais un mariage ou autre, eh bien moi qui utilise une ceinture, et je vais t'en parler bientôt, hein, ma ceinture Spider, j'ai mes appareils à la taille, eh bien je peux avoir ça également à la taille. Quand j'en ai besoin, je le sors, pof, je le mets sur l'appareil. J'ai pas besoin de garder le flash constamment sur l'appareil photo. Donc je trouve ça génial. Donc si seulement Canon, Nikon et les autres, vous m'entendez, mettez-vous à faire ça parce que sinon vos étuis, on s'en sert pas. Donc je parlais du compartiment en bas. Alors c'est une autre surprise parce que quand on l'ouvre, regarde ce qu'on trouve. On trouve le moyen de placer 4 batteries de rechange, 4 piles de rechange, pardon, en bas. Et donc c'est pratique dans l'idée où tu transportes ton flash avec toi. Alors ce modèle de flash, il est dit que tu peux prendre entre 100 et 1500 photos avec flash, avec un jeu de batterie, un jeu de piles neuve, enfin du moins rechargé. Mais tout ça va dépendre en fait de la puissance de ton flash. Donc si tu shootes constamment à
pleine puissance, eh bien tu vas voir que ta batterie, elle va pas durer longtemps. Donc c'est pratique d'avoir une batterie à côté et pas d'aller avoir à la chercher au fond de ton sac. Voilà, donc je trouve ça sympa. Alors une autre surprise que j'ai eue, c'est de trouver ça. Ça, c'est c'est une télécommande infrarouge pour appareil photo. Et oui, pour appareil photo, donc je me suis dit, mais pourquoi ils nous donnent ça avec un flash? Et puis je me suis dit, peut-être que tu as envie de déclencher ton flash à distance. Dans quel cas? Alors soit tu veux te faire un selfie, hein, ça peut être le cas, ou bien tu as envie de mesurer ton exposition. Alors tu peux la mesurer en utilisant un flashmètre, comme ça, j'avais fait d'ailleurs 2 vidéos à ce sujet-là, hein, comment j'obtiens moi une exposition correcte à chaque fois dès la première prise. Grâce à ça, si tu ne les as pas vues, je t'invite à cliquer sur les liens qui s'affichent là-haut. Et donc du coup, si tu as envie de faire ça, eh bien il va falloir déclencher ton flash d'une façon ou d'une autre. Et donc si tu n'as pas non plus de déclencheur radio comme ceci, ça c'est les Yongnuo 622C, pareil, j'ai fait une vidéo te parlant de ça il y a quelques années de ça, donc tu peux cliquer. Donc si tu n'as pas ça, eh bien effectivement, déclencher ton appareil photo avec ça, et l'appareil photo va lui-même déclencher ton flash, ça peut fonctionner. C'est pas l'idéal, mais ça fait le boulot, et si tu as un budget restreint et que tu débutes, eh bien ça fonctionnera tout à fait. Voilà. Et enfin, ce que tu trouves au fond, eh bien, c'est un diffuseur de lumière. Alors, pourquoi un diffuseur? Parce qu'il y a 2 ans de ça, j'ai fait une vidéo t'expliquant en fait la différence entre la lumière douce et la lumière dure. Si tu n'as pas vu cette vidéo ou lu l'article, eh bien, je t'invite à cliquer sur ce lien. Eh bien, en gros, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que plus ta source de lumière est petite par rapport à la taille de ton sujet, eh bien plus dure sera la lumière. Et donc du coup, c'est pour ça que l'on utilise des parapluies, des softbox pour adoucir la lumière. Donc ça va pas être l'équivalent d'un parapluie, ça va pas être l'équivalent d'un softbox, mais ça va adoucir un petit peu la lumière. Pas de beaucoup, mais un peu, c'est toujours mieux que rien. Et c'est bien qu'ils te le donnent gratuitement, parce que moi j'en ai plusieurs de ça que j'ai acheté sur eBay, et j'aurais bien voulu les avoir avec mes flash Yongnuo ou Canon. Voilà, donc c'est sympa, et puis ça fait le même effet que les fameux Tupperware qui peuvent coûter très cher et qui se mettent sur ton flash. Voilà, Monsieur Yang, je te salue. Donc voilà pour ça. Ensuite, quand tu ouvres, il y a un petit compartiment ici. Alors, quand tu vas chercher ce qu'il y a dedans, eh bien, tu vas trouver... Si je trouve... Ah, oh, il est où? Ah, je te tiens. Voilà. Eh bien, c'est un porte-flash. Il n'y a rien d'étonnant à ça. Ça se ressemble beaucoup à celui des Yongnuo de Canon. Ce que je remarque, c'est que le trou de vis ici, le pas de vis, eh bien, il est en métal, ce qui veut dire que il va être un peu plus résistant. Donc, si tu l'utilises, par exemple, sur un trépied de lumière, eh bien, un portant de lumière, eh bien, tu peux le mettre. Des fois, tu vas un peu vite, tu peux sauter, tu peux pas le mettre correctement. S'il est en plastique, il va s'abîmer. En métal, il va durer quand même plus longtemps. Donc, c'est bien que pour un flash de 40 €, eh bien, il te donne au moins quelque chose de correct. Voilà. Et bien maintenant, eh bien, il ne nous reste plus qu'à regarder ce flash d'un peu plus près. Alors, quand on regarde le flash, on s'aperçoit il est fait en plastique solide. Il a l'air d'avoir une construction vraiment solide. Hein. Il fonctionne comme les autres flashs. On remarque d'ailleurs c'est un modèle très équivalent au Canon, très équivalent au Yongnuo. Hein. C'est le même genre de plastique. J'aurais pas peur de le cogner. Je dis il vaut pas 40 € quand on le regarde d'aspect extérieur comme ça. Ce que je remarque également, c'est qu'il a un pied ici en métal et non pas en plastique. Généralement, les flashs pas chers sont en plastique et donc du coup sont peut-être amenés à être plus fragiles. Et donc si ça se casse, ça devient embêtant pour pouvoir le mettre sur ton appareil photo. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve ici un port PC. Synchrone, voilà. Alors ce port-là te sert à déclencher ton flash si tu n'utilises pas le hot shoe. Tu peux aussi brancher donc un Pocket Wizard, un déclencheur, puisque les Pocket Wizard, eux, n'utilisent pas, contrairement au Yongnuo, n'utilisent pas le système de hot shoe, ils utilisent un système de port PC comme ça. Donc tu as la possibilité d'utiliser un Pocket Wizard avec, ou bien une autre marque si tu le souhaites, bien sûr. Donc c'est sympa. Et aussi, si tu n'as pas du tout de déclencheur, mais que tu souhaites le connecter à ton appareil photo, tu peux également le faire avec un câble. C'est comme ça qu'on faisait avant qu'on
les déclencheurs radio, mais personne n'aime les câbles aujourd'hui. Voilà. Donc c'est bien d'avoir ça, je t'avouerai que moi je ne l'ai pas sur mes Yongnuo. Voilà, donc il est sur le Canon 5D 580EX Mark II, mais c'est un flash qui, quand il est sorti, coûtait aux alentours de 500 €, 500-600 €. Donc on n'est pas du tout dans la même catégorie, c'est 10 fois moins cher ce flash-là. Aussi, sous ce couvercle-là, il y a une petite lampe, c'est la fameuse lampe d'assistance à l'autofocus. La façon dont ça fonctionne, c'est quand tu as l'appareil, tu as le flash sur ton appareil et que tu veux essayer de faire le focus, avec l'autofocus, tu peux avoir du mal des fois dans une pièce où il fait sombre, et donc du coup ça va émettre une lumière rouge. Alors en fonction des modèles, là c'est une lumière rouge directe avec une petite croix, mais malgré tous les tests que j'ai fait, je n'ai jamais vu cette lumière. Alors je sais que par exemple avec le Yongnuo, c'est un quadrillage qui va s'afficher. Ça peut être gênant sur ton sujet, hein, mais sinon, des fois j'utilise, des fois j'utilise pas. Voilà. Mais bon, je ne sais pas pourquoi il ne fonctionne pas sur mon modèle en tout cas. Ensuite, qu'est-ce que l'on trouve? On trouve bien sûr le compartiment pour les piles. Et je dois dire que j'ai un petit problème avec ce compartiment pour les piles. Pourquoi? Alors, ce flash, il utilise 4 piles. Donc là, je vais en mettre 4. Voici les piles que j'utilise. Je te les recommande d'ailleurs. Hein, c'est les Panasonic. Décidément, j'ai pas de main aujourd'hui. Les Panasonic Eneloop. Pourquoi j'utilise ça? Parce qu'en fait, c'est des piles qui te permettent que quand elles sont chargées, tu les stockes dans une boîte comme celle-ci et elles ne vont pas se décharger. Au moins pendant 8 mois à 1 an. Et donc du coup, quand je vois mes piles dans la boîte, je sais qu'elles sont chargées et je n'ai pas à me soucier de savoir quand est-ce que je les ai chargées et si oui ou non elles se sont déchargées. Voilà. Alors là, je vais mettre les piles. Alors tu remarques que ça rebondit quand je les rentre. Là, il n'y a rien d'étonnant puisque comme dans tout appareil électronique, tu as le contact qui est en fait un ressort en bas. Mais pourquoi je voulais te montrer ce rebond? Tout simplement parce que à cause du choix qu'ils ont fait d'aligner les 4 piles dans ce sens-là, ça veut dire que la porte du compartiment, là, le couvercle, eh bien, il est beaucoup plus fin que d'habitude. Et eh bien, j'ai un problème parce qu'il y a énormément de tension sur les piles et c'est pas facile. Il faut appuyer extrêmement dur. Et en plus de ça, tu as intérêt à avoir tiré la languette jusqu'au fond, jusqu'en bas, là, avant d'appuyer et ensuite de le remonter. Parce que sinon, eh bien, ça va pas fermer correctement. Et je dois dire que ma fille de 6 ans ne pourrait pas fermer ce flash. Et ça, c'est pas grave. Mais ça veut dire quand même que, mesdames, sans être misogyne, si vous n'avez pas beaucoup de puissance, de force dans les doigts, ou même messieurs, hein, des fois on n'a pas beaucoup de puissance dans les doigts, eh bien ça peut être difficile. Donc je dois dire que, non, je suis pas fan de ça. Mais pour te montrer une alternative, c'est que d'habitude les flashs, quand on les ouvre, tu t'aperçois qu'ils ont les batteries, pareil, les 4 piles, mais un peu séparées. Et du coup, grâce à ça, ça fait que le couvercle, il est plus épais. Et comme il est plus large, eh bien, il y a la même tension sur les piles. C'est pas là le problème. Mais la tension, en fait, eh bien, elle est étalée sur la largeur de la porte de ce compartiment. Et donc, c'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins de tension, on le sent bien. Donc, voilà ce que je n'aime pas, le couvercle des piles. Ensuite, on va regarder... ah oui, à l'avant. Regarde, il y a ici un port pour charger ton flash. Alors, comment ça fonctionne? Canon, Nikon, d'autres constructeurs également font ces genres de battery pack en fait pour les flashs, et ça a 2 avantages. L'avantage premier, c'est que bien sûr tu vas pouvoir utiliser ton flash plus longtemps puisqu'il a plus de puissance que les 4 piles. Il te faut quand même les 4 piles à l'intérieur de ton flash, tout simplement pour pouvoir alimenter l'écran, mais le faisceau de lumière, en fait, est alimenté uniquement par le battery pack. Ça, c'était le premier avantage. Le deuxième avantage, en fait, c'est en ce qui concerne le temps de recyclage. Alors, si tu ne sais pas ce qu'est le temps de recyclage pour un flash, en fait, c'est le temps que met ton flash à être prêt entre 2
éclairs. Et donc, bien sûr, ça va dépendre de la puissance de ton flash. C'est-à-dire que si tu choisis d'être en pleine puissance, eh bien, ça va prendre plus de temps à recharger. Pourquoi? Parce que il prend en fait la puissance, l'énergie des piles ou bien du battery pack, il le stocke dans son condenseur et quand il est prêt, eh bien là, tu vas pouvoir prendre tu vas pouvoir lancer un autre éclair. Eh bien, ce temps de charge, en fait, peut varier grandement. Et donc, grâce au battery pack, eh bien, tu vas pouvoir le diminuer ce temps. Alors moi, j'ai fait les tests intensifs et avec des piles neuves, etc. Et j'ai obtenu un temps de recyclage à pleine puissance à 2 secondes 3. Voilà. Donc, ce qui veut dire que si tu veux prendre plusieurs photos l'une après l'autre à pleine puissance, eh bien, tu sais que ton flash va se déclencher au plus rapidement toutes les 2 secondes, 3. Ça ne veut pas dire que tu vas pas pouvoir prendre de photos. Ça veut simplement dire que toutes les photos entrent, eh bien, tu vas te retrouver à avoir des photos où le flash ne s'est pas déclenché et donc elles vont être sous-exposées. Donc voilà les deux avantages d'utiliser ça. Donc avec le battery pack, tu peux peut-être prétendre à avoir un temps de recyclage de 1 seconde. Et là, ça peut être très pratique si tu as plein de photos à prendre en rafale. Voilà, on va regarder de plus près maintenant les modes. C'est un flash entièrement manuel, il n'y a pas de TTL, il n'y a pas de high sync speed, que du manuel. C'est d'ailleurs ce qui rend en fait ce flash complètement compatible avec tous les autres appareils. Et on va voir de plus près les menus. Alors pour ça, je vais utiliser la GoPro et puis je vais filmer en fait l'écran pour que tu vois un peu mieux. Alors comme tu remarques, là on n'a pas beaucoup de boutons en fait sur ce flash. On a bien sûr le bouton on-off. Alors si je l'allume, le bruit que tu viens d'entendre en fait c'est le zoom. Le zoom du flash, c'est quelque chose d'assez commun, on a sur toutes les speedlights. Le zoom, tu as sa valeur ici de 24 mm. C'est la valeur la plus large qui va te permettre en fait, d'avoir un faisceau lumineux le plus large possible. Tu peux changer cette valeur zoom en appuyant sur le bouton zoom. Voilà, et là tu vas pouvoir augmenter sa valeur de 28, 35, 50, 70, 85 et 105 pour vraiment réduire en fait la largeur du faisceau. Alors si tu veux faire plus large, tu peux descendre donc jusqu'à 24 comme j'ai dit, mais tu pourrais aussi agrandir ce faisceau là en utilisant ce que l'on a sur le dessus de ton flash. Ici, tu remarqueras, on a un panneau diffuseur pour grand angle, voilà, et quand tu le mets, eh bien tu te retrouves à avoir un angle équivalent à un zoom de 18 mm. Alors, tu remarqueras néanmoins que la valeur ici sur l'écran reste à 24 mm, elle n'a pas changé. Contrairement à ce que tu aurais sur les flashs Yongnuo ou Canon ou autres, où à partir du moment où tu utilises ce panneau-là, ça informe directement ton flash que tu es à la valeur la plus large et là, ça te rétracte le zoom. Là, ça ne se passe pas ici, donc assure-toi d'être sur 24 mm pour bénéficier du 18 mm. 18 mm, c'est pas le plus large que tu peux trouver sur ce type de flash. Sur le Yongnuo et sur le Canon, par exemple, c'est 14 mm. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que l'on trouve? Là, tu es sur le mode manuel. Ah, tiens, tu vois, il vient de se mettre en veille. Alors, pour réveiller, en fait, il suffit d'appuyer sur le bouton pilote qui se trouve ici. Tu appuies une fois ou bien quelques fois. Voilà, hop. Attention, parce que c'est aussi le bouton qui permet de déclencher ton flash. Donc, tu as remarqué que je viens d'avoir un burst. Je rappuie là, tu as un éclair et tu vois que ça clignote ici sur la lumière. C'est le temps de recyclage. Tu peux également appuyer sur la lumière. C'est également un bouton. Tu remarques ici, on a un symbole de batterie, alors de pile. Honnêtement, moi, je n'ai jamais réussi à avoir 3 tiers, donc une pile entière. Il m'affiche toujours 2 tiers, bien que mes piles soient entièrement chargées. Alors, tu remarques que tu es dans le mode manuel avec le M et que tu as plein de puissance. Pour réduire cette puissance, il suffit de bouger le curseur ici, la flèche vers la gauche, et là tu peux descendre. Alors quand tu appuies une fois, en fait tu vas descendre ou monter de 1 tiers de puissance, donc moins 0,3, moins 0,7, et là on est à moitié puissance. Et puis tu peux descendre donc jusqu'à un 128e. Voilà, et quand tu es à 1 128e, eh bien, si tu continues à aller vers la gauche, eh bien, tu vas te retrouver à avoir pleine puissance. Pareil, quand tu es à pleine puissance, tu appuies sur la droite, tu redescends à 1 128e. Voilà, aussi simplement que ça. Ensuite, quand tu as ici, tu as un bouton mode. Alors, si tu appuies sur le bouton mode, tu passes au prochain mode qui est en fait le mode
multi. Le mode multi qui est le mode stroboscopique, que tu le trouves sur la plupart des flashs de ce genre-là. C'est pas très utile. Tu vas t'en servir dans certains cas créatifs, quand par exemple tu fais de la photo d'action, de sport, que ce soit une moto qui sauterait, qui serait en l'air, ou bien un snowboarder, ou bien une danseuse qui ferait un saut, et tu as envie de capturer en fait ce mouvement, et donc ça va pouvoir lancer plusieurs éclairs pendant ton exposition, et donc tu te retrouves à avoir ton personnage, en fait ton sujet qui va apparaître plusieurs fois dans ton image. Ça peut être intéressant. Alors pareil, tu peux changer la valeur, la puissance du flash. Attention, parce que dans le mode multi, il va de 1/128e à 1/8e. Tu ne vas pas aller au-delà de 1/8e, tout simplement parce que le temps de recyclage serait trop long. Et puis, aussi, tu risquerais d'avoir une surcharge. Bien que cet appareil, en fait, a une protection contre la surcharge. J'ai fait les tests, il faudra à peu près prendre une quinzaine, entre 15 et 20 éclairs à la suite à pleine puissance pour que l'appareil se bloque. Et là, tu aurais en fait un petit symbole d'une ampoule qui s'afficherait. Je t'invite à regarder d'ailleurs l'article blog qui vient avec cette vidéo. Hein. Tu as le lien qui s'affiche en haut où j'explique tout ça en détail et j'ai mis bien sûr des copies d'écran. Et plus de détails sur tous les tests que j'ai fait avec ce flash-là. Alors, ensuite, si tu veux changer la fréquence, il suffit d'appuyer sur le bouton du centre. Ici, là, tu peux monter ta fréquence. Et puis, tu peux changer les hertz aussi, encore une fois. Voilà. Et puis après, utiliser l'appareil. Ensuite, tu as un autre mode. Quand tu appuies là, c'est le mode S1 et tu as S2 quand tu rappuies également. Alors, S1 et S2 fonctionnent exactement pareil que le mode manuel, c'est en fait des modes esclaves. Alors, comment ils fonctionnent? Eh bien, ici, alors je vais rétracter ici. Sur le devant, tu as en fait un capteur qui va détecter le flash l'éclair d'un flash maître. Alors, j'en avais parlé de cette technique de déclenchement de flash à distance dans une vidéo en utilisant même le petit flash pop-up que tu as sur ton appareil DSLR. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche. D'ailleurs, j'ai fait à ce sujet une vidéo aussi pour déclencher ton flash à distance en utilisant un commandeur, c'est-à-dire une commande infrarouge, non pas ça, mais une commande vraiment pour le TTL. Et donc, si tu ne l'as pas vu, je t'invite à cliquer sur le lien également. Et puis une autre vidéo qui t'explique l'utilisation du déclenchement radio. Voilà, en passant. Alors, là, je vais te montrer comment ça fonctionne. Je vais donc mettre le flash sur son petit trépied. Et il faut s'assurer simplement donc que le devant ici soit en face de l'éclair du flash. Je vais prendre mon Yongnuo 568 IX Mark II, voilà. Bon là il est en manuel, je l'ai mis à 1/128e parce que j'ai pas envie de trop m'éclairer. Ici je vais regarder la puissance du flash, comment, réveille-toi, 1,1, voilà, parfait. Donc tu devrais pouvoir le voir. Alors tout ce que j'ai besoin de faire en fait, c'est de positionner ce flash dans la direction du capteur, voilà, tout simplement. Et là tu devrais voir un déclenchement. Voilà, tu as dû voir le flash qui s'est déclenché. Je vais cacher ça pour pas qu'on le voie à l'écran. Voilà, tu as revu l'écran. Ça l'a bien déclenché. Alors ça, c'est le mode 1. Alors le deuxième mode, en fait, c'est la même chose que le mode 1, mais dans un environnement TTL. Alors, si tu ne sais pas ce qu'est le mode TTL, pareil, j'ai fait un tutoriel avec une vidéo là-dessus. Je t'invite à cliquer ici. Mais en gros, ce qu'il faut se retenir, c'est que pour le TTL, tu vas avoir deux flashs. Tu vas avoir un flash d'analyse qui va être envoyé, qui va permettre à ton appareil photo d'analyser l'exposition, qui va ensuite communiquer à ton flash et qui va lui dire quelle puissance le flash doit utiliser pour avoir une exposition correcte. Eh bien, si tu utilises le mode 1 et que tu es dans un environnement TTL, il se peut que ce flash d'analyse en fait déclenche ce flash là, ce qui ne serait pas bon. Donc quand tu le mets en esclave 2, à ce moment là il ne va se déclencher qu'à la réception, à la détection, pardon, j'ai du mal, à la détection du véritable éclair et non pas de l'éclair d'analyse. Voilà. Donc c'est tout en fait ce que tu fais avec ce flash. Tu vois, il est très simple. Une autre chose que j'avais pas mentionné, c'est ici derrière le panneau de grand angle, tu as cette petite carte blanche
qui peut être pratique quand tu utilises ton flash à la verticale pour faire rebondir ton éclair et adoucir la lumière dans la pièce. Malheureusement, quand tu fais ça, tu vas perdre en fait le petit brillant que tu as dans les yeux de ton sujet, ce qu'on appelle les catch light. Et donc, avec cette petite carte blanche, en fait, il va y avoir de la lumière qui va rebondir dessus et qui va créer ce petit point blanc dans les yeux de ton sujet. Donc, ça peut être intéressant. C'est sympa de l'avoir mis. On le trouve sur les Yongnuo, pareil, et sur les Canon. Alors, j'ai fait d'autres tests. J'ai fait un test de température de couleur, c'est-à-dire la balance des blancs. Apeman dit que leur flash a une température de 5600 Kelvin. 5600 Kelvin, en fait, c'est la température standard de la lumière du jour. Donc j'ai voulu tester ça, j'ai pas d'outil pour mesurer en fait la température de la lumière. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 8 prises dans un environnement particulier et j'ai regardé après coup dans Lightroom s'il y avait des nuances de ton. Alors tu as tous les détails de cette expérience dans l'article blog, encore une fois, et tu remarqueras qu'il y a des petites variances en fonction de la puissance de ton flash. Alors est-ce qu'il faut s'en méfier? Pas vraiment dans le cas de ce flash-là. Généralement, c'est intéressant d'avoir de la consistance dans la balance des blancs des flashs, parce que si tu fais de la photographie commerciale ou de mode, où la justesse des couleurs est importante d'un point de vue marketing, eh bien tu peux pas te permettre d'avoir des tons qui changent constamment en fonction des réglages que tu fais sur ton flash. Mais si c'est le genre de photo que tu fais, ça m'étonnerait que tu dépenses uniquement 40 € pour ton flash. Voilà, donc je m'en occuperai pas trop. Et puis c'est vrai que si tu commences à mélanger avec plusieurs flashs, si chacun commence à balancer des tons différents, ça peut te faire des mélanges qui sont assez difficiles à gérer après coup. Mais là, bon, tu vas voir les nuances sur le blog, tu verras, c'est gérable. Par contre, quand j'ai fait cette expérience, ça m'a amené à faire une autre découverte. Et j'ai fait une autre expérience qui a été de calculer en fait l'exposition par rapport à la puissance du flash. Et là, je l'ai fait donc avec mon Sekonic L358 et je dois dire que les résultats ont été assez curieux, très intéressants. Voilà, et donc j'ai fait la même expérience avec le Yongnuo, j'ai fait l'expérience avec mon Canon également, et je dois dire que c'est intéressant, mais pas dans le bon sens. Voilà, donc je t'invite à aller voir dans tous les résultats, le tableau, etc., et la longue conclusion que j'ai mise dans l'article du blog. Et c'est un peu dommage, c'est pas rédhibitoire, hein, ça veut dire on peut quand même travailler autour de ça, c'est pas un showstopper, mais bon, ça va avoir certainement un impact. Alors, je pense que j'ai tout dit là-dessus. Il y a une autre chose dont je n'ai pas parlé, c'est la durée du flash. Alors, ce que l'on appelle la durée du flash, en fait, c'est le temps que le flash met pour avoir la lumière la plus brillante possible par rapport à la valeur de puissance que l'on a rentrée. Quand tu es à 1/128e, combien de temps ça va prendre pour que la puissance maximum de 1/128e soit émise? Eh bien, j'ai pas de moyen moi de calculer ça. Apeman dit en fait que ça varie entre 1/200e de seconde quand tu es à pleine puissance à 20 millièmes de seconde quand tu es à 128e de puissance. C'est en part avec ce que l'on a avec Yongnuo, Canon et les autres. Donc là, bon, c'est pas, il y a rien d'extraordinaire ou de dramatique. Ensuite, est-ce qu'il y avait autre chose? Je pense que j'ai tout couvert sur ce flash, donc ça nous amène maintenant à Ah si, il y avait quand même une autre chose. C'est quelque chose de curieux. Parce que il y a plusieurs mois de ça, bien avant que l'équipe de marketing de Apeman me contacte, j'ai reçu une demande de la part d'un vendeur sur Amazon de faire une revue d'un flash, et qui est l'Apperlite YH500C pour Canon. Et alors, je ne sais pas si tu remarques quelque chose. Ils sont absolument identiques.
Alors j'ai demandé à Apeman, je leur ai d'ailleurs envoyé un email avec tous les résultats de mes expériences. Je suis toujours en attente de leur réponse et je leur ai demandé, je leur ai dit écoutez, je comprends pas, Upperlight, Apeman, j'arrive pas à trouver sur internet si c'est la même marque, est-ce que vous pouvez expliquer? Parce que honnêtement, les deux appareils sont absolument identiques. Il y a une différence technique, c'est-à-dire que l'Upperlight fait le TTL. Donc il y a un petit changement au niveau de l'écran. Mais à part ça, la construction est absolument la même et on va même plus loin. Les fautes de frappe dont je parlais auparavant dans la version anglaise de ce livret, je les trouve les mêmes dans le livret de Upperlight. Donc étonnant, étonnant. Voilà. Et la lumière, comment je pouvais savoir que la lumière d'assistance de l'autofocus était un point avec une croix? Eh bien c'est parce que j'ai pu le tester sur l'Upperlight qui fonctionne. Donc, très très curieux. Alors, revenons quand même à l'Apeman SL350. La question de départ, c'était de savoir est-ce que c'est une affaire ou est-ce que c'est une perte de 40 €? Eh bien, je dirais ça dépend. Ça dépend. D'un point de vue professionnel, est-ce que j'achèterais ce flash-là? Ma réponse est non. Pourquoi? Parce que j'ai peur de casser, honnêtement, j'ai peur de casser la porte des piles. D'ailleurs, la porte des piles ici, j'ai regardé tout à l'heure, la façon dont elle tient, en fait, elle tient par les extérieurs. Donc, il y a deux petits crochets en plastique qui tiennent sur le restant du cœur, du boîtier. Alors qu'ici, eh bien, c'est carrément en métal et on a bien une barre qui traverse et donc c'est plus solide. Donc, quand on achète du matériel à des fins professionnelles, c'est généralement du matériel qui est plus résistant. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas forcément la patience de faire extrêmement attention au matériel. Voilà, on veut quelque chose qui fonctionne. C'est un outil de travail. C'est comme un marteau. Après tout, ça coûte plus cher, mais c'est comme un marteau, donc on va pas non plus faire attention, oh, je l'ai un peu rayé, etc. Non. Et donc du coup, là, s'il faut qu'à chaque fois je prenne vraiment mon temps et faire très attention à fermer bien correctement, ça va me gonfler et je risque de le casser. Donc ça, déjà, c'est un point négatif. Ensuite, l'autre point, c'est ce que j'ai découvert au niveau de l'exposition, le niveau de luminosité par rapport à la puissance du flash. C'est un flash extrêmement puissant, avec un nombre guide de 58 mètres. Cela dit, les variantes, quand on commence à changer la puissance du flash, eh bien, on n'a pas les expositions auxquelles on pourrait s'attendre. Pareil, encore plus de détails dans le blog. Et donc ça me pose un problème. On peut travailler autour, hein. On peut travailler autour, mais ça veut dire faire plus de lecture, faire plus de tests. Lecture, j'entends lecture avec un flashmètre. Voilà. Ensuite, pour le déclenchement, j'ai fait mention tout à l'heure de déclencher le flash à distance en utilisant soit un autre flash, soit des déclencheurs radio comme ceci. Alors, le déclencheur radio, là, comme le Yongnuo, ça fonctionne. Je te le montre. Voilà, j'allume ça, j'allume le commandeur et j'appuie. Et là, il ne faudrait pas que je sois en mode esclave, voilà, en mode maître. Et puis, voilà, ça fonctionne. Cela dit, je ne peux pas changer la puissance du flash à distance. Alors, d'un point de vue professionnel, c'est un peu embêtant. Pourquoi c'est embêtant? Parce que ça m'oblige à chaque fois à me déplacer jusqu'à mon flash. Si mon flash est à l'intérieur de mes softbox, comme tu as pu voir dans le placé, le flash sur mes softbox n'est pas à l'extérieur, il pointe pas comme ça, il est carrément à l'intérieur de la softbox, ce qui veut dire qu'il faut que je rentre dans la softbox à chaque fois pour changer la puissance, ce qui n'est pas l'idéal. Je l'ai utilisé, ce flash, lors d'un mariage, mais dans une utilisation bien particulière. J'ai mis mon flash dans un coin de la pièce, pointé vers le haut et qui m'envoyait de la lumière. C'est tout ce que j'ai fait. Et à ce niveau-là, il fonctionne très bien. C'est pour ça que je le recommande, mais pas pour autre chose. D'ailleurs, le fait qu'il n'y ait pas de TTL, ça m'embête un peu. Je n'utilise pas TTL tout le temps, mais quand des fois, ça peut être très pratique. Et le fait de ne pas pouvoir le faire, c'est embêtant. Le high sync speed, je ne m'en fais pas parce que certains de mes flashs n'en l'ont pas. Et puis, je m'attends pas à ce qu'un appareil, un flash de 40 € fasse le high sync speed. Voilà. Après, ça, c'était d'un point de vue professionnel. Pour tout ce qui est amateur,
L'avantage de l'amateur, c'est qu'il n'a pas à soucier trop du temps, voilà. Donc, et on fait de la photo pour s'amuser, pour le plaisir. Et donc, bon, de bricoler un petit peu, de jouer avec les paramètres, etc. Ça fait partie un petit peu du jeu. Donc, c'est pas la même problématique que quand on a des besoins professionnels. Et comme j'ai dit, c'est un flash solide, puissant, très simple, qui fonctionne, qui est compatible avec tous les matériels. Donc oui, je le recommande à ce niveau-là. Le seul bémol que j'aurais, c'est que si tu débutes la photographie avec flash, l'histoire de ces niveaux d'exposition par rapport au niveau du flash, ça peut te rendre confus. Voilà. Donc si tu n'as pas les bases et que tu es vraiment sûr de toi, sûr de ce que tu fais, tu peux être étonné par les résultats que tu vas obtenir. Mais cela dit, quand tu sais ce que tu fais, le flash, il fonctionne absolument très bien. Donc oui, je le recommande à ce niveau-là. Et puis honnêtement, pour 40 €, j'en ai pas vu d'autres qui étaient aussi puissants et versatiles que celui-ci. Voilà. Alors après, si tu me demandes entre le Yongnuo et l'Aperman, le Yongnuo aussi, c'est pas cher, hein. Il vaut 80 €, quoi. Mais ça reste le double de ça, donc c'est une question de budget. Donc chacun son budget. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que tu en penses de ce flash-là? Est-ce que toi, ça t'intéresserait de l'acheter? Et puis, qu'est-ce que tu regardes dans un flash? Quels sont les critères de choix? Est-ce que c'est la construction? Est-ce que c'est la puissance du flash? Est-ce que c'est les fonctions telles que la high sync speed ou bien le TTL? Est-ce que c'est la puissance du flash, pouvoir descendre jusqu'à 1/128e? Est-ce que c'est le zoom, par exemple? Et puis, qu'est-ce que tu fais avec ton flash? Donc, dis-moi tout ça dans un commentaire, soit sous la vidéo directement sur YouTube, ou bien, comme je préfère, sous l'article blog, qui montre que tu as lu l'article blog et que tu as vu tous les détails que j'ai pu mettre dedans, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de détails que ce que je dis dans la vidéo, comme d'habitude. Voilà. Eh bien, écoute, en attendant la prochaine fois, eh bien, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien, fais comme moi, capture-le, utilise peut-être un flash et peut-être le Apeman SL350. Cheers!